Le cinéma est le premier miracle du XXe siècle. La caméra invite au voyage et permet de découvrir ce que la planète a de plus beau. Ces étonnantes images en couleur ont été prises dès 1912 grâce au procédé chronochrome de Gaumont. Le cinéma sera aussi le grand témoin de notre histoire et le miroir de nos émotions, car il reflète nos joies et nos peines, prolonge notre mémoire et ressuscite la nostalgie de notre passé. Mais ce passé restitué sous nos yeux n'est pas figé. Il porte en lui l'avenir tumultueux d'un siècle magique et tragique, fait de progrès prodigieux et de drames sans nom. L'humanité est en route pour une nouvelle et extraordinaire aventure. L'exposition universelle de Paris en 1900 marque le début de l'ère moderne, sous le signe de la science triomphante et de la fée électricité. La France de la Belle Époque se veut la capitale du monde et des Lumières. L'Europe est alors au cœur d'une civilisation qui domine toutes les autres par sa culture et ses techniques. Elle brille de tout l'éclat de ses cours royales. Des monarchies séculaires qui sont autant de grands empires gouvernent la plus grande partie du vieux continent. Le militarisme prussien et la puissance montante de l'Allemagne sont incarnés par Guillaume II, qui n'égale pourtant pas les fastes de l'empire des Habsbourg, où François-Joseph achève un règne de plus d'un demi-siècle. Son neveu François-Ferdinand et sa jeune femme ne soupçonnent pas le sort tragique qui les attend, pas plus que le tsar Nicolas II de Russie et sa famille. Toute l'aristocratie se retrouve à Londres en 1901 pour les funérailles de la reine Victoria. Avec elle, c'est aussi le 19e siècle que l'on enterre. La magie de l'image est irrésistible. Les salles obscures deviennent les nouveaux lieux de rêve pour le plus grand bonheur d'un public fasciné. Le jeune cinéma prend le relais des visionnaires et de leurs anticipations les plus folles. Personne ne peut imaginer que celles de Jules Verne et de Méliès deviendront réalité quelques décennies plus tard.
À l'extérieur des salles, on cherche derrière le bouillonnement de la vie tout ce qui sort de l'ordinaire. Il reste tant de choses à inventer que la voie est libre pour les idées et les tentatives les plus farfelues. L'homme se croit capable de tout, y compris de marcher sur l'eau. Mais son rêve suprême, c'est de voler. Il s'y essaye d'abord par ses propres moyens, à la manière de l'oiseau. On découvre bien vite que la solution n'est pas dans la nature, mais dans le plus lourd que l'air et le moteur à explosion. Il faudra encore bien des tâtonnements et bien des hésitations entre toutes sortes de machines incroyables. Pourtant, il suffira d'une petite dizaine d'années, la première du siècle, pour installer l'avion dans son paysage. Au début, seuls quelques pionniers réussissent à s'arracher à la terre, parfois au prix de leur vie. Mais le but est de mettre le plus tôt possible ce prodigieux moyen de transport au service du plus grand nombre. L'aviation commerciale n'est pas loin. Le choc de l'aventure aérienne est tel que toute la société s'en empare, jusque dans les modes et les distractions, comme avec cette danse appelée l'avionnette. L'autre objet de rêve, c'est l'automobile, mais elle n'est encore que prétexte à mondanité réservé à une élite. Pour les hommes, la voiture est surtout un magnifique jouet et l'occasion de satisfaire une vieille passion, celle d'aller toujours plus vite et toujours plus loin. De puissants bolides disputent toutes sortes de courses et de rallyes. Les vainqueurs sont fêtés comme les nouveaux héros des temps modernes. Une autre révolution se produit dans les transports urbains avec le tramway devenu souterrain, baptisé métropolitain ou métro. Le rail tisse toujours plus loin sa toile en sous-sol ou en surface pour mieux pénétrer au cœur des villes dont le paysage se transforme. L'Amérique accompagne l'Europe dans ce bouleversement et elle le fait à son échelle, déjà gigantesque et trépidante. Les États-Unis sont le pays de toutes les aventures, des possibilités illimitées et des ascensions fulgurantes. Cette Amérique du début du siècle est celle des premiers géants du monde industriel dont les noms vont traverser l'histoire. Les frères Wright, pionniers de l'aviation, Thomas Edison, inventeur du phonographe et explorateur du cinéma, Henry Ford, père de l'automobile avec Firestone, le roi du pneumatique. Symbole de la technicité triomphante, un paquebot britannique au nom orgueilleux de Titanic apparaît pour son premier et unique voyage en 1912. Son naufrage est peut-être un présage. En 1914, la France et l'Allemagne s'empoignent à nouveau et cette fois, c'est chaque famille de la nation qui va payer son tribut. Les citoyens soldats forment les gros bataillons de cette guerre que l'on annonce fraîche et joyeuse, la der des der, contre l'ennemi héréditaire. En fait, ils seront la chair à canon de la première grande boucherie du siècle. Un déluge de fer et de feu, parfois de gaz mortel, s'abat sur une jeunesse sacrifiée. Le calvaire des poilus enterrés dans la misère des tranchées, l'héroïsme des attaques au petit jour sous la mitraille hanteront les souvenirs de plusieurs générations. Pour la première fois, l'arrière n'est plus à l'abri. Les bombardements aériens et l'artillerie à longue portée menacent les plus innocents qu'il faut évacuer.
La femme, en prenant en main toute l'activité du pays à la place des maris et des frères absents, démontre sa capacité à être l'égale de l'homme. La leçon ne sera pas oubliée. Pour autant, elle reste femme et maintient le moral des guerriers. La distribution des colis est un rayon de soleil dans la vie du poilu, le seul lien qui subsiste entre l'enfer d'aujourd'hui et le bonheur d'hier. Pour ceux que la guerre a séparés, le courrier renoue le fil ténu de l'espoir. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique oublie son isolationnisme traditionnel et se souvient qu'elle est la fille de l'Europe. En 1917, elle finit par prendre parti dans ce conflit interminable. C'est la première fois de leur histoire que les États-Unis envoient leurs boys sur le vieux continent, mais pas la dernière. Ces hommes qui traversent l'océan en sens inverse de leurs ancêtres ne se battent pas pour des frontières, ils viennent simplement défendre les valeurs de la liberté aux côtés des démocraties menacées. À leur arrivée, ils font figure de martiens sur une terre qui les avait un peu oubliés et doivent apprendre les rudiments d'une langue inconnue. Mais ils ont, comme les autres, le même rendez-vous avec le grand massacre. Le prix payé est terrible. La guerre a fait en 4 ans 9 millions de morts et brisé à jamais la vie de nombreux autres jeunes hommes atteints dans leur chair par l'acier ou les gaz. L'Europe ne se remettra jamais de cette folie. Le tsarisme est la première victime de ce conflit qui a mis à nu ses faiblesses, mais la révolution russe est vite confisquée. Plus qu'un disciple de Marx, Lénine est un technicien de la prise du pouvoir au profit d'une minorité agissante. Cela commence par l'agitation et la propagande, puis se poursuit par le lavage des cerveaux. La méthode fera des émules partout dans le monde. Mais l'homme ne se nourrit pas seulement de slogans. La guerre civile ruine encore davantage le pays et provoque une épouvantable famine. C'est le début d'une longue suite de tragédies qui jalonneront l'histoire du communisme. L'armistice de 1918 et le retour des soldats dans leur foyer sont accueillis avec un immense soulagement. Personne ne doute que la Grande Guerre, comme on l'appelle, a été la dernière. Une vie nouvelle commence dans l'ivresse et le tourbillon des plaisirs. L'heure est à l'oubli pour tous les survivants de la Grande Boucherie, y compris pour les innombrables veuves qui s'étourdissent sur des rythmes déjà démodés. Car un véritable cyclone s'abat sur la société des années 20, les années folles qui voient tomber tous les tabous. La femme émancipée par la guerre libère son corps tour à tour impudique et provocante, garçonne et sportive. Dans l'art, le cubisme, né au début du siècle, triomphe, même s'il n'est pas encore vraiment familier à tout le monde. Le surréalisme bouleverse encore plus les idées reçues. L'artiste se libère des dernières contraintes et laisse libre cours à son imagination dans des compositions délirantes. Les années folles rugissent au rythme effréné du Charleston. La femme fétiche de ces années-là s'appelle Joséphine Baker.
Ses jambes et ses mimiques, les plumes et les paillettes de sa revue nègre font courir le tout Paris. Joséphine Baker a elle aussi traversé l'Atlantique, car elle vient du sud profond des États-Unis, berceau d'une musique née avec le siècle, le jazz. Aucun compositeur ne pourra désormais ignorer la musique des anciens esclaves qui conquièrent la planète. Un des temples de la nouvelle religion est le Cotton Club de Harlem, où règne le magicien Duke Ellington. L'Amérique se hérisse de gratte-ciel en forme de cathédrale, tandis que d'autres casse-cous battent les records les plus fous. Le puritanisme américain ne trouve rien de mieux que de prohiber totalement l'alcool. Les États-Unis cultivent tous les excès, y compris dans la vertu et sa cousine, l'hypocrisie. L'économie a été fouettée par l'effort de guerre et le commerce ne s'est jamais mieux porté. Tandis que les clientes prennent d'assaut les magasins, rien ne semble pouvoir arrêter l'irrésistible montée des cours de la bourse. Le réveil n'en sera que plus dur un jeudi d'octobre 1929. Le krach de Wall Street a provoqué des faillites en cascade et jeté à la rue des millions de chômeurs réduits à vivre de la charité publique. C'est la fin des illusions pour les ouvriers américains, dont un quart est sans travail en 1932. Le laisser-faire et le capitalisme sauvage ont montré leurs limites. Les paysans, eux aussi ruinés, cherchent en Californie un Eldorado qui n'existe plus. La Grande Dépression divise encore davantage une société déjà très inégale. Les marches de la faim tournent à l'émeute et sombrent dans la violence. La crise s'étend à l'Europe, où le combat social devient lutte de classe chez les vainqueurs de la Grande Guerre comme chez les vaincus. L'euphorie des années 20 est bien morte, victime de la misère qui progresse partout. Le pire a été atteint en Allemagne avec une inflation galopante qui hante les cauchemars. Le capitalisme malade trouve des guérisseurs d'un genre particulier. Quel meilleur terrain que la pauvreté pour semer les graines d'un nouvel ordre social et moral. Pour cela, il faut embrigader la société, et d'abord ses éléments les plus malléables, les enfants. Après l'Italie, l'Allemagne déboussolée se laisse envoûter par le fascisme. Le mythe d'une race aryenne supérieure, l'exaltation du sang et du sol, le culte des Valkyries et autres divinités nordiques, tels sont les poisons par lesquels le nazisme s'empare de toute une jeunesse. L'autre mythe est celui du chef charismatique, adoré des foules et idolâtré par les femmes. Il incarne à lui seul le destin de la nation. Le nouveau Dieu cultive le colossal et la démesure. Rien n'est trop grand pour galvaniser le peuple d'un Reich que l'on veut millénaire et pour le lancer à la conquête du monde. Nous les Allemands, nous sommes la nuit, avait dit un écrivain lui-même victime du nazisme. Et c'est en effet la nuit qui va déferler sur l'Europe, non pas seulement celle des vieux rites païens, mais la nuit de la tyrannie et du crime.
La France sous la botte subit la défaite de 1940 comme un coup de tonnerre. Le pays s'est effondré en quelques semaines et se laisse envahir jusqu'aux Pyrénées. Les civils sont et seront plus que jamais victimes du conflit. Une bonne partie de la population prend le chemin de l'exode. Les autres s'organisent comme ils peuvent. La pénurie de carburant a ramené les transports 50 ans en arrière, mais l'on s'efforce de conserver avec bonne humeur les anciennes habitudes et les vieux métiers. Le rationnement, les tickets et les files d'attente sont le lot quotidien, sauf pour les combinards, qui enrichissent une existence peu glorieuse avec de petits trafics. Bien pire est l'occupation de Varsovie, et d'abord pour cette ville dans la ville qu'est le ghetto. 500 000 juifs, un tiers de la population de la capitale polonaise, y sont parqués. C'est de là que les nazis vont arracher les premiers déportés des convois de la solution finale. Ceux qui restent sont décimés par la faim, le froid et le typhus. Mais la solidarité est exemplaire. Encore plus à l'est, la guerre est tout aussi impitoyable. Les habitants de Leningrad, encerclés, des femmes pour la plupart, affrontent le terrible hiver du Nord dans le dénuement le plus complet. 1 million de civils meurent de faim et de froid durant le plus long siège de l'histoire. Mais la capitale des tsars ne tombera pas. Les héroïques convoyeurs qui parviennent jusqu'à la ville par les glaces du lac Ladoga maintiennent le fil de l'espoir. À l'autre bout du continent, un autre peuple refuse la servitude. Les Londoniens résistent aux assauts de l'aviation allemande dans la dignité. Chaque nuit et pendant de longs mois, l'ennemi surgit de l'ombre. Le danger est partout et les bombes aveugles frappent au hasard. C'est une nouveauté dans la guerre. On veut briser le moral de l'adversaire en bombardant systématiquement ses villes et ses civils. Cette stratégie cynique se retournera un jour contre l'agresseur. Mais l'Angleterre tient bon, soudée autour de son chef qui reste le symbole de la démocratie dans ces années noires. Le peuple passe avec flegme de la vie civile à la guerre. La bataille d'Angleterre a ses héros, les pilotes de la Royal Air Force, nuit et jour en alerte. Ces tout jeunes gens formés en quelques semaines font payer cher à l'Allemagne l'orgueil de son chef qui prétendait briser l'Angleterre. La Luftwaffe perd en 3 mois plusieurs milliers d'avions. Les Spitfire et leurs pilotes remportent la première victoire de la liberté. Quatre ans plus tard, l'armada du siècle lance contre le continent occupé la plus grande opération militaire de l'histoire. Pour la seconde fois, l'Amérique envoie ses fils au secours de l'Europe et de la liberté. C'est l'heure de vérité pour les enfants du Texas et de la Californie face à un ennemi puissamment retranché qui les attend depuis des mois. Pour les combattants de l'ombre qui ont contribué à l'effort commun dans la résistance, l'heure de la libération sonne aussi. L'écho des premières fêtes de la liberté retentit dans toute l'Europe comme un signal d'espoir pour les peuples encore asservis. À la joie de la victoire s'ajoute le bonheur de découvrir les libérateurs venus d'ailleurs. Un peu plus tard, une autre population sort de l'ombre.
le monde stupéfait avance toujours plus loin dans l'horreur en découvrant l'univers concentrationnaire nazi. Ces martyrs n'ont plus la force de réaliser qu'ils sont sortis de l'enfer. Ils témoignent pour les millions d'autres qui ont été exterminés dès leur arrivée dans les camps. Ils témoignent pour toutes les victimes de l'Holocauste, la honte du siècle. La guerre se termine dans le paroxysme nucléaire. Les 100 000 victimes d'Hiroshima sont les dernières d'un conflit qui aura fait 50 millions de morts, dont les 3/4 étaient des civils. L'homme n'a jamais fait pire. Le conflit a sonné le glas des empires coloniaux et les funérailles de Gandhi en 1948 marquent l'arrivée sur la scène mondiale d'une nouvelle et immense nation. Depuis son indépendance, l'Inde est devenue la plus grande démocratie du monde. Le géant est né dans la douleur, mais Gandhi, tombé sous les balles d'un extrémiste, était le Mahatma, la grande âme, apôtre de la non-violence et porte-parole des humiliés face à toutes les inégalités. Il entre dans l'histoire comme la première grande figure du tiers-monde naissant et l'un des plus ardents combattants des droits de l'homme. Tout un peuple lui rend dans la ferveur un ultime hommage. Guérie de la crise et enrichie par la guerre, l'Amérique savoure les joies du bonheur familial. Ce bonheur, c'est d'abord la voiture, veau d'or d'un nouveau culte, avec ses grands prêtres et ses modèles sans cesse renouvelés. C'est ensuite, après la majestueuse procession du soir, le retour dans l'intimité d'un intérieur douillet. La cuisine est à elle seule un hymne au confort. Car la société de consommation gravite autour de la nourriture avec ses enseignes emblématiques qui partent déjà à la conquête de la planète. À l'heure de l'alimentation industrielle, les produits de la terre en sont réduits au rôle de simples boulons sur les chaînes de montage des nouveaux temps modernes, avec tous les risques à venir de manipulations chimiques ou génétiques. Les enfants profitent en priorité d'une abondance que n'ont pas connue leurs parents, et ils sont les plus nombreux, car la guerre a entraîné le baby-boom, une véritable explosion des naissances. Mais les parents, eux, continuent de redouter le pire. Car à la fin des années 50, on teste des armes nucléaires presque tous les 2 jours, à l'ouest comme à l'est, et ces essais ont lieu dans l'atmosphère, au plus proche des conditions réelles. De très nombreux Américains se préparent à cette guerre de l'impossible en s'enterrant dans des abris anti-atomiques, comme si le seul remède aux terreurs de l'époque était le retour à l'âge des cavernes et une survie solitaire dans un monde dévasté. Unique victime de la bombe, le Japon a adopté le système de son vainqueur et ne tarde pas à égaler son modèle. Tokyo vit au rythme du progrès technologique et d'une croissance record. La mégapole surpeuplée devient le cœur d'une des toutes premières puissances économiques du monde. La longue tradition japonaise d'ardeur au travail et de discipline collective est un atout supplémentaire dans la course à la croissance. Les recettes du miracle sont simples. La vie du salarié se confond avec celle de l'entreprise, dont les rythmes et les rites s'imposent à tous, de l'ouvrier au directeur. En échange de quoi, l'emploi est garanti à vie.
En renonçant au militarisme expansionniste et en préférant conquérir le monde avec ses produits, l'Empire du Soleil Levant gagne la bataille de la paix. Cette bataille est perdue dans le camp communiste, où l'insurrection hongroise de 1956 et sa répression par les chars soviétiques révèlent au grand jour une maladie incurable. Le communisme est incompatible avec la liberté et ne peut s'appuyer que sur la force. La partie est par trop inégale, car l'Occident n'a pas bougé. Les Hongrois n'ont plus qu'à pleurer dans leur capitale détruite, les victimes de la répression. Ils devront attendre plus de 30 ans pour que justice leur soit rendue. 5 ans plus tard, c'est une population entière qu'il faut encercler de barbelés, puis enfermer derrière un mur infranchissable. Car la coupure de l'Europe en deux passe désormais au cœur de Berlin et de ses familles séparées. Même si les plus audacieux continuent de voter avec leurs pieds, la division du monde semble scellée pour toujours. La liberté est aussi en deuil à Prague, où un jeune étudiant, Jan Palach, s'est immolé par le feu pour protester contre l'invasion de son pays par les soviétiques en 1968. Ses funérailles sont celles de l'espoir de tout un peuple. C'est aussi le rêve d'un socialisme à visage humain que l'on enterre ce jour-là. Au même moment, l'autre communisme lance à la face du monde sa nouvelle révolution. En fait, ce mouvement prétendument spontané fait appel aux techniques éprouvées de tous les régimes totalitaires, champions de la manipulation des masses et de l'embrigadement des jeunes. Le tout pour la plus grande gloire du chef infaillible, du grand timonier dont le petit livre rouge s'impose comme la loi suprême à une jeunesse fanatisée, mise au service de son pouvoir absolu. Cette révolution, dite culturelle, répand en réalité dans tout le pays la mort de la culture et l'avilissement de l'homme. La compétition entre l'Est et l'Ouest ne se joue pas seulement sur Terre, elle va permettre à l'homme de réaliser son plus vieux rêve après celui de l'aviation, conquérir l'espace. En 1957, l'Union soviétique donne le coup d'envoi de la prodigieuse aventure en lançant un objet qui pour la première fois ne retombe pas sur Terre, le Spoutnik. Moins de 4 ans plus tard, un jeune Russe est accueilli en triomphateur à Moscou. Le premier homme de l'espace a fait le tour de la planète en un peu plus d'1 heure. Personne avant lui n'était allé aussi haut ni aussi vite. Youri Gagarin entre dans l'histoire comme un pionnier de l'humanité. Le géant américain relève le défi en lançant Apollo 5, le plus puissant et le plus gros engin jamais construit par l'homme. En ce petit matin de juillet 1969, 3 astronautes emportent avec eux les rêves millénaires de tous les terriens, car l'objectif visé, 100 ans après Jules Verne, est le plus fou jamais imaginé, la Lune. Des centaines de millions de téléspectateurs vivent l'instant historique. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est aussi un bond de géant pour un siècle qui avait commencé avec les premiers sauts de puce de l'aviation. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind
La société des années 60 change plus radicalement encore que les techniques. Le succès phénoménal de 4 jeunes Anglais installe dans l'histoire une nouvelle génération transportée par une musique révolutionnaire. Plus qu'une musique, le rock'n'roll est un moyen d'expression collective, le langage vrai d'une jeunesse totalement libérée. Le raz-de-marée des Beatles submerge le monde entier, mais un autre groupe mythique leur dispute la première place, les Rolling Stones et son idole Mick Jagger. On n'avait pas vu une telle fureur depuis les années 20. Le Charleston des grands-pères est surpassé par une autre danse fétiche, le twist. Mais cette jeunesse ne vit pas seulement de musique. Une autre révolution culturelle, spontanée cette fois, oppose les étudiants à l'ordre établi. Les chaudes nuits du quartier latin secouent l'Europe entière. Les enfants de la société de consommation rejettent les valeurs de leurs parents et exigent un monde différent, plus libre, plus inventif et plus généreux, même si cela doit passer par les combats de rue. L'ordre sera rétabli, mais l'année 1968 laissera des traces indélébiles. De l'autre côté de l'Atlantique, la contestation s'en prend d'abord au racisme et prêche la fraternité. Pour cette jeunesse, la fraternité, c'est aussi l'amour, la libération sexuelle et la levée des derniers interdits. Femmes, fleurs et hippies vivent en marge d'une société qui ne les intéresse plus. Faites l'amour, pas la guerre. Le slogan fera le tour du monde alors que l'Amérique est engagée dans un conflit lointain et sans issue. Beaucoup de jeunes Américains s'en prennent au symbole d'un État fourvoyé et refusent la conscription. Les noms des soldats tués au combat sont jetés à la face du pouvoir comme autant d'accusations. La contestation s'étend à toutes les couches sociales de l'Amérique, jusqu'aux anciens combattants, et elle grandit au fur et à mesure que les États-Unis s'enfoncent dans la guerre. Sur place au Vietnam, la protestation est d'abord religieuse. Les moines bouddhistes dénoncent le gouvernement corrompu de Saigon et l'omniprésence d'une puissance étrangère à leur culture. Le geste héroïque et désespéré de certains d'entre eux secoue le monde entier. La violence des combats que la télévision montre chaque soir dans les foyers américains dépasse tout ce que l'on avait vu auparavant dans un petit pays. Les États-Unis déversent sur le Vietnam 2 fois plus de munitions et de bombes que sur l'Allemagne et le Japon pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Plus d'1 million d'Américains auront affronté l'enfer des combats dans la jungle et 50 000 y laisseront leur vie. Ces morts sont tombés pour rien, car l'aventure finit en désastre. En 1975, l'Amérique évacue dans la panique son ambassade de Saigon
abandonnant à leur sort la plupart de ceux qu'elle était venue protéger. La plus grande puissance du monde essuie la première défaite de son histoire. Deux ans plus tôt, un autre choc, pétrolier celui-là, a ébranlé un monde toujours plus assoiffé d'une énergie dont les clés sont détenues par d'autres. Les pays producteurs rappellent à l'Occident sa fragilité. C'en est fini de l'insouciance des 30 glorieuses et de l'expansion à tout va. Mais cette arme du pétrole n'est qu'un des atouts au service d'un défi plus radical encore. L'islamisme militant se veut une réaction de défense contre une civilisation occidentale jugée dominatrice et à laquelle il oppose ses propres valeurs. Théocratie contre laïcité, toute puissance de Dieu contre droit de l'homme. L'islam chiite exalte le martyr par des rites symboliques, mais la violence est en germe dans l'embrigadement des plus jeunes et des plus faibles, une fois de plus, proie facile de tous les fanatismes. Dans le monde catholique, l'élection d'un pape polonais est le second grand événement du siècle après la bouffée d'espoir qu'a été le Concile Vatican II. Mais Jean-Paul II va faire l'histoire d'une autre manière. Son message « N'ayez pas peur » retentit d'un bout à l'autre d'un monde communiste en plein désarroi. Et d'abord dans sa Pologne natale, partagée entre la dictature rouge et un mouvement parti des profondeurs de la société. La lutte des ouvriers en grève va bien au-delà des revendications sociales, puisqu'ils réclament, avec l'appui du peuple unanime, les libertés fondamentales et la démocratie. L'alliance de toutes les forces du cœur et de l'esprit, derrière Solidarnosc, derrière la nation et derrière l'Église, ne tardera pas à l'emporter. La lame de fond se répandra en Europe et balayera tout sur son passage, jusqu'à Berlin et son mur de la honte. L'oppression n'était donc pas éternelle, et la leçon vaut pour tous les tyrans. Plus aucun d'entre eux ne pourra se considérer indéfiniment propriétaire de sa population. La grande famille européenne fête ses retrouvailles en cette fin de 1989, année de toutes les victoires. Le colosse communiste ne résiste pas à la bourrasque qui parcourt le monde, et son fondateur est déboulonné à son tour. La page du totalitarisme est tournée là où elle avait commencé. Elle ne l'est pas encore en Asie, mais un souffle d'espoir s'est levé à Pékin. Les fils des gardes rouges des années 60 ne sont plus embrigadés comme leur père, et ils réclament spontanément un peu de démocratie. Face à ces contestataires aux mains nues, le pouvoir hésite, d'autant que grâce à la télévision, le monde entier est témoin de cette scène inoubliable. Les manifestants de la place Tiananmen lancent à tous les dictateurs, à leurs complices et aux sceptiques un message clair. Les droits de l'homme sont les mêmes en Asie que sur les autres continents. Le besoin de liberté est universel. Bien entendu, la dictature ne peut tolérer plus longtemps un tel défi.
Les despotes voient toujours du désordre dans la liberté d'expression, mais leur victoire ne sera jamais que provisoire. En cette fin de siècle, d'autres batailles restent à livrer, et d'abord contre la violence entre les hommes, qui sévit à nouveau au cœur de l'Europe. La tragédie des Balkans montre que les retours en arrière sont toujours possibles, y compris sur le continent qui croyait avoir définitivement garanti les droits de l'homme. La défense de l'environnement est une autre exigence fondamentale, seule garantie du droit à la vie des générations futures. Des destructions irréversibles menacent aujourd'hui les équilibres fragiles de notre planète Terre, dont les océans et les forêts sont la respiration. Les famines déshonorent plus que jamais l'humanité, alors que l'autre moitié du monde est incapable de réfréner un insatiable appétit de consommation. Le travail des enfants est une autre plaie du monde sous-développé. En dehors du règne de la loi, les exploiteurs rechercheront toujours une main-d'œuvre à bon marché. Cette exploitation conduit à un autre scandale, la prostitution des adolescents et son dernier prolongement, le tourisme sexuel, sordide turpitude des sociétés sans morale. La décomposition des mœurs ne peut aboutir qu'à la drogue et à son compagnon de mort, le sida, qui ravage des continents entiers, comme le montre ce spot télévisé réalisé pour sensibiliser le public à cette peste des temps modernes. S'ils n'y prennent pas garde, les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont en danger, et demain, c'est toute la civilisation qui sera peut-être menacée. Et pourtant, que de batailles déjà gagnées en 100 ans, à commencer par celle de la médecine, qui réussit chaque jour davantage à prolonger la vie dans des proportions inconnues depuis les origines. Le progrès est aussi dans l'ordinateur, prodigieux outil conçu par l'intelligence pour l'intelligence, désormais compagnon de l'homme dès son plus jeune âge et à toutes les étapes de sa vie. L'informatique ne sert pas seulement au jeu, elle aide aussi à la création dans tous les domaines. Le miracle de l'image virtuelle permet de reconstituer un patrimoine artistique ignoré depuis des siècles, comme l'abbaye de Cluny en France. Et cette image va bientôt devenir accessible à tous, instantanément et dans tous les coins de la Terre, car l'essor des télécommunications, Internet, l'ordinateur et le téléphone portable ont réduit la planète à la dimension d'un village. Un village dominé par l'image où des milliards de foyers assistent simultanément au même spectacle, même si les langues diffèrent. 石油と牧畜の町テキサス州ダラス。ここに広大な牧場を持つ JR。悪辣な手段で次々と事業を発展。 Vuole rimandarmi in clinica, ma non glielo permetto. Non ci riuscirà questa volta. We're gonna fix that right now. Right now I can't stand it. You touch me. Mama, ich will doch nicht, dass Bobby geht. Ich weiß nur eines, Gia. Er ist weg. Tout est image à l'ère de l'immatériel, même la guerre. A-t-elle bien eu lieu, cette guerre presse-bouton, sans cadavres ni blessés, ni prisonniers, et qui se joue à distance sur des écrans? Le monde, la vie, les hommes, seraient-ils devenus une succession d'images sur des millions de téléviseurs? Est-ce un hasard si les nouveaux engins de guerre redoutent moins d'être vus par les hommes que d'être repérés sur les écrans des radars?
Mais quand il s'agit de l'homme, le monde de l'image peut être plus beau et plus vrai que celui du réel. C'est par la puissance et la magie de l'image que le héros du Grand Bleu de Luc Besson exprime ses rêves les plus intimes, ses mystères et ses vertiges, son besoin d'harmonie avec la nature. L'image réveille l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Puisse-t-elle l'accompagner sans cesse tout au long du XXIe siècle ?